Juste la famille de sang a envoyé mon beau-père par message. J'ai répondu, d'accord, pas de problème. Il n'avait aucune idée que je possédais une maison sur la falaise de Big Sur à 6 billions €. J'ai fait venir par avion tous ceux qu'ils avaient exclus. Quelques heures plus tard, après que mon beau-père a vu nos photos de Pâques sur Instagram sans eux, mon téléphone a explosé avec 57 appels en absence. Je me tenais pieds nus sur le travertin chauffé de la terrasse de ma piscine, le Pacifique scintillant à 1200 pieds en dessous de moi. Et j'ai regardé le virement bancaire passer. 22 000 €. C'était le chiffre que mon beau-père, l'homme que j'étais censé appeler papa, avait dit être nécessaire pour empêcher que son garage de réparation automobile ne soit saisi par le prêteur. La petite coche est apparue. Envoyé. J'ai expiré. 3 secondes plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Et j'ai supposé que c'était lui, et j'ai supposé qu'il allait dire quelque chose que je pourrais garder dans ma poitrine pour la semaine suivante, comme une petite pierre chaude. Au lieu de cela, ce que j'ai lu était ceci: le brunch de Pâques aura lieu à la maison. Juste la famille de sang cette année. Renée amène le nouveau bébé, et elle veut que les photos fassent authentiques. J'espère que tu comprends. Brunch de Pâques, famille de sang, authentique. Je l'ai lu 3 fois. Je portais un peignoir en lin sur un maillot de bain que je n'avais pas encore mis, et il y avait de la condensation qui coulait sur le côté d'un verre d'eau pétillante sur la petite table d'appoint, et un colibri butinait le bougainvillier derrière moi. Et je l'ai lu 3 fois parce que les mots continuaient de se réarranger en différentes cruautés. Juste la famille de sang après 22 000 €. Authentique. Après que je me sois portée co-emprunteuse pour le premier bail de son garage quand j'avais 22 ans et que j'étais stupide d'amour. J'espère que tu comprends. Après 31 ans à faire semblant de me voir. Mon nom est Ren. J'ai 31 ans. Et avant de vous dire exactement ce que j'ai fait à cet homme, à ma demi-sœur et à la version de moi-même qui avait passé toute sa vie d'adulte à signer des chèques pour de l'affection, je veux que vous me fassiez une faveur. Je veux que vous laissiez un commentaire et que vous me disiez d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment, parce que je veux voir jusqu'où cette histoire va aller. Je veux savoir qui d'autre a été le portefeuille de sa famille. Je pense que nous sommes plus nombreux que nous ne l'admettons. Je n'ai pas pleuré. Je veux être clair à ce sujet. Je n'ai pas pleuré parce que j'avais épuisé mes dernières larmes à 26 ans, assise dans le parking d'un supermarché Whole Foods après qu'il a oublié la remise de mon diplôme de master parce que René avait une fête prénatale le même week-end. Il m'avait envoyé un message qui disait « Nous célébrerons la prochaine fois, ma grande ». Il n'y a pas eu de prochaine fois. Il n'y en a jamais. Donc, je n'ai pas pleuré sur cette terrasse de piscine. Je suis juste resté là, j'ai regardé le colibri et j'ai senti quelque chose à l'intérieur de ma poitrine devenir très silencieux et très immobile. La façon dont une pièce devient silencieuse juste avant que le détecteur de fumée ne hurle enfin. Voici la partie que personne dans ma famille ne connaissait. Il y a 2 ans, dans un petit immeuble de bureau à Pasadena qui sentait le café brûlé, j'ai signé des papiers qui accordaient la licence d'un logiciel d'imagerie médicale que j'avais créé dans mon appartement à une entreprise de Boston. La prime à la signature était de 11 millions €. Le flux de redevances n'est pas quelque chose que je vais dire à voix haute, mais c'est suffisant. C'est suffisant depuis un moment. J'ai continué à conduire la même vieille voiture cabossée. J'ai continué à porter les mêmes vieux jeans à Thanksgiving. J'ai continué à me présenter aux fêtes de révélation du sexe des bébés de ma demi-sœur avec une carte cadeau et un plat préparé, parce que le moment où je cesserai d'être la fille fauchée, je perdrai le seul rôle qu'il m'avait jamais attribué. Et je n'étais pas encore prête à découvrir ce qui se passerait quand j'arrêterais de jouer ce rôle. Eh bien, apparemment j'étais prête maintenant. Je suis rentré à l'intérieur et je me suis servi un vrai verre, un martini, dans un verre qui avait appartenu à ma grand-mère biologique. Et je me suis assise à l'îlot central de ma propre cuisine, dans ma propre maison, sur mes propres 3 acres de falaise à Big Sur, et j'ai ouvert les contacts sur mon téléphone. Je n'ai pas fait défiler jusqu'à mes amis. J'ai fait défiler jusqu'aux personnes que mon beau-père avait exclues de sa vie une par une pendant 20 ans, comme un homme taillant un bonsaï à la forme de son propre ego. J'ai commencé par ma tante biologique du côté de ma mère. Ma mère est morte quand j'avais 9 ans. Ma tante, sa sœur, avait essayé de me garder proche d'elle, et mon beau-père avait rendu cela impossible. Lentement, de la façon dont l'eau creuse un canyon, en annulant des visites et en oubliant des anniversaires. Et finalement, quand j'avais 14 ans,
en lui disant lors d'un mariage qu'elle donnait l'impression que la famille était de classe inférieure parce qu'elle avait pris un emploi dans la cafétéria d'un hôpital. Je ne lui avais pas parlé correctement depuis 7 ans. La dernière fois que j'avais eu de ses nouvelles, elle était à Bakersfield dans une location, seule parce que son mari était décédé. J'ai pris le téléphone. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Sa voix était plus petite que dans mes souvenirs. J'ai dit son nom. J'ai dit, c'est Ren. Je veux te faire venir par avion chez moi pour Pâques. Je veux te parler de ma mère. Et je veux te parler de ce que j'ai construit. Il y a eu un long silence. Puis elle a commencé à pleurer et je l'ai laissée pleurer. Et je n'ai rien dit pour combler le silence parce que je savais ce que c'était que d'être la personne à l'autre bout d'un appel téléphonique auquel on avait renoncé. J'ai ensuite appelé mon grand-père biologique. 84 ans, vivant dans un 2 pièces à Modesto. Mon beau-père l'avait banni des Noëls il y a 10 ans parce qu'il portait une casquette d'ancien combattant du Vietnam au dîner et mon beau-père disait que c'était vulgaire. Puis j'ai appelé la famille qui habitait à côté de chez nous quand j'étais petite. Ceux avec la piscine et le Golden Retriever. Ceux que mon beau-père avait poursuivis en justice en 2009 pour une bande d'herbe et un tuyau d'arrosage parce qu'il aimait la sensation d'avoir un avocat à sa disposition. J'ai appelé la meilleure amie d'université de ma mère, qui avait été ma marraine sur le papier, mais qui avait été écartée si complètement que j'avais supposé pendant un moment qu'elle était morte. J'ai appelé la femme de ménage, Marisol, qui m'avait élevé de l'âge de 9 ans à l'âge de 15 ans, qui avait préparé mes repas et tressé mes cheveux, et que mon beau-père avait renvoyé sans préavis quand elle avait finalement demandé une augmentation après 8 ans. J'ai appelé 11 personnes cet après-midi-là. 8 d'entre elles ont dit oui immédiatement. 2 d'entre elles ont dit oui après avoir pleuré pendant un moment. L'une d'elles, ma marraine, a dit « Ma chérie, as-tu des ennuis ? Est-ce un adieu ?» Et j'ai dû rire et lui dire que non. C'était un bonjour. C'était un moment où ma vie commence maintenant. J'ai réservé des vols en première classe. J'ai envoyé des voitures de luxe avec chauffeur. J'ai envoyé un styliste chez ma tante à Bakersfield. Et j'ai envoyé un tailleur chez mon grand-père. J'ai dit à la chef avec qui je travaille, une femme qui dirigeait la cuisine d'un établissement à Carmel et que je garde maintenant à ma disposition, que j'avais besoin de son meilleur brunch de Pâques, servi dehors sur la longue table en teck qui surplombe l'océan, le matin de la fête. De l'agneau, du flétan, tout un menu printanier, du champagne si froid qu'il vous ferait mal aux dents. Des fraises de la taille de petits pois. Je lui ai dit qu'il y aurait 12 invités et que c'étaient les invités les plus importants que j'avais jamais reçus. Pendant que je faisais tout cela, mon beau-père m'a envoyé 3 autres messages parce qu'il sentait que quelque chose changeait et il ne savait pas quoi. Le premier disait, « Tu nous manques ». Le deuxième disait, « René espérait que tu pourrais lui envoyer de l'argent pour la tenue de Pâques du bébé, genre 400 €. Elle a des fins de mois difficiles. » Le troisième disait, « Ne sois pas bizarre à propos du brunch. C'est juste plus simple comme ça. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à réserver. Le matin du dimanche de Pâques, je me suis réveillé à 6 heures. Le brouillard reposait sur l'eau comme un animal endormi. J'ai fait du café. Je me suis promené sur la propriété. La chef est arrivée à 7 heures. Le fleuriste est arrivé à 7h30 avec de l'eucalyptus, des renoncules blanches et des branches de citronnier. Ma tante a été la première invitée à arriver à l'arrière d'une voiture noire avec chauffeur. Et quand elle a posé le pied sur le gravier et a levé les yeux vers la maison, elle a mis une main sur sa poitrine et a dit « Oh, ma chérie ». Elle n'a rien dit d'autre. Elle a juste gardé sa main là. Puis mon grand-père. Puis ma marraine. Puis Marisol, qui m'a vu et a fondu en larmes, et m'a serré dans ses bras si longtemps que je pouvais la sentir trembler. Puis les anciens voisins. Puis la camarade de chambre d'université de ma mère. À 11 heures, nous étions 12 personnes sur une terrasse en pierre à 50 miles du feu de signalisation le plus proche, à boire du champagne. Et j'avais engagé une photographe. Et je veux que vous compreniez quelque chose au sujet de la photographe. Je ne l'avais pas engagée pour capturer des souvenirs. Je l'avais engagée pour capturer des preuves. Nous nous sommes assis pour le brunch à midi. Je me suis assise en bout de la longue table en teck avec mon grand-père à ma droite et ma tante à ma gauche, et le Pacifique était derrière nous, et le soleil avait finalement percé le brouillard, et Marisol a porté un toast en espagnol qui s'est terminé par le mot mija. Et j'ai pleuré pour la première fois en 5 ans. La photographe était très, très bonne.
Elle a tout capturé. Elle a photographié mon grand-père en train de rire. Elle a photographié Marisol me tenant la main. Elle a photographié ma marraine, qui n'avait pas été prise dans les bras lors d'une fête depuis 2 décennies, appuyant sa tête sur l'épaule de la femme qui avait été la camarade de chambre d'université de ma mère. Elle a photographié l'agneau. Elle a photographié la table. Elle a photographié la vue. Après le dessert, je me suis levé, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait une publication. Je n'ai pas écrit une longue légende. J'ai appris que les légendes les plus cruelles sont courtes. J'ai publié 9 photos. La toute première était un plan large de la table de derrière moi, les 12 invités riant, l'océan se perdant au loin. La deuxième était Marisol avec son bras autour de moi. La troisième était mon grand-père avec sa casquette d'ancien combattant du Vietnam, que je lui avais demandé de porter parce que, bien sûr, je l'avais fait. La légende disait « brunch de Pâques avec les personnes qui se sont réellement présentées, pendant que la famille de sang célèbre ailleurs. » J'espère que les 22 000 € permettront de garder la lumière allumée. J'ai identifié le garage automobile de mon beau-père. J'ai identifié René. J'ai identifié le mot dièse de la petite ville de la région de l'Inland Empire où ils vivent. J'ai cliqué sur Publier. Puis j'ai retourné mon téléphone face vers le bas sur la nappe en lin et je suis allé chercher une autre portion de fraises. Cela a pris 11 minutes. Je le sais parce que j'ai vérifié plus tard. 11 minutes pour que le premier appel arrive. Le téléphone a vibré contre la table 1 fois, 2 fois, 3 fois comme une abeille piégée sous un verre. Puis il s'est arrêté. Puis il a recommencé. Au moment où nous terminions le dessert, mon téléphone avait bourdonné dans un lent mouvement en spirale sur le lin et je l'ai ramassé et j'avais 57 appels en absence. 57 de lui, de René, du mari de René, d'un numéro que je ne reconnaissais pas et qui s'est avéré être la belle-mère de René, du frère de mon beau-père à Tucson, à qui je n'avais pas parlé depuis 9 ans, qui avait apparemment été réveillé par une discussion de groupe et envoyé en mission. J'ai écouté les messages vocaux sur haut-parleur. J'ai fait cela exprès. Mes invités méritaient de les entendre. Ils méritaient d'entendre la bande-son de la famille qui les avait poussés hors de leur siège pour que moi, le portefeuille, je puisse m'asseoir plus près du bout de la table. Le premier message vocal était de mon beau-père faisant sa voix de conclusion de marché, « Reine, ma chérie, je pense qu'il y a eu un malentendu. Les gens appellent René. Ils disent des choses. Supprime la publication et nous en parlerons comme des adultes. » Le deuxième message vocal est arrivé 12 minutes plus tard et la voix de conclusion de marché avait disparu. « Petite ingrate, tu n'as aucune idée d'où tu as commencé. La belle-mère de René vient de l'appeler. Elle pense que nous sommes ruinés. Tu nous as pris quelque chose aujourd'hui. Tu supprimes cette publication tout de suite. » Le troisième message vocal était de René. René hurlait, « Tu identifies Marisol là-dedans. Marisol. C'est la femme de ménage. Reine, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi y a-t-il un vignoble derrière elle? Pourquoi y a-t-il un vignoble derrière elle? Je veux que vous compreniez. Je n'ai rien ressenti. Je n'ai absolument rien ressenti en écoutant ces messages vocaux, sauf une sorte de clarté propre et froide, comme si on rinçait une plaie. René ne hurlait pas parce que je lui manquais. René hurlait parce que l'histoire qu'elle racontait sur moi depuis 15 ans, la demi-sœur fauchée, l'incapable de prendre son envol, l'exemple à ne pas suivre, venait d'être exposée comme un mensonge devant toutes les personnes dont l'opinion lui importait. La belle-mère, les amis du club de golf, le cabinet d'avocats de son mari. Ils avaient contrôlé le récit. J'avais pris le récit. Ils ne pouvaient pas l'assimiler. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et je suis retourné vers mes invités. Nous avons regardé le soleil commencer à s'incliner vers l'eau. Ma tante m'a raconté des histoires sur ma mère que je n'avais jamais entendues. Mon grand-père s'est endormi sur une chaise au soleil avec sa casquette rabattue sur les yeux et Marisol l'a couvert avec une couverture. Je veux vous dire que c'était le meilleur après-midi de ma vie. Mais les narcissiques, et je le dis au sens clinique, n'encaissent pas une perte pour ensuite s'en aller. Il y a un phénomène en psychologie comportementale appelé l'explosion d'extinction. C'est ce qui se passe quand un animal appuie sur le levier qui lui a toujours donné une friandise et que le levier cesse de fonctionner. L'animal n'arrête pas d'appuyer. L'animal appuie plus fort, plus vite, avec plus de force, avec plus de rage parce que son cerveau ne peut pas accepter que la règle ait changé. Mon beau-père appuyait sur le levier Rennes depuis 22 ans. Le levier venait de cesser de fonctionner.
Il était sur le point de faire quelque chose de stupide. À 21h15 ce soir-là, mon système de sécurité a émis un signal sonore. Portail principal. 2 silhouettes à l'interphone. J'étais dans le grand salon avec ma tante et mon grand-père, et nous regardions la lune se lever sur l'océan, et la chef nous avait apporté un plateau de restes de fromage et la fin du champagne. Et ma tante me parlait d'un voyage sur la route qu'elle avait fait avec ma mère en 1991 dans une voiture Honda Civic qui sentait la cigarette et l'intérieur d'une serviette de plage. Le signal sonore était un petit bruit. Je ne l'ai presque pas remarqué. Je me suis excusé et je suis allé au panneau de sécurité dans la cuisine. Le flux vidéo montrait un véhicule de location tournant au ralenti devant mon portail, ses phares éclairant le fer forgé et 2 personnes se tenant devant. Mon beau-père, dont je n'avais pas vu le visage en personne depuis 14 mois, agrippait les barreaux du portail de la façon dont un homme les agrippe quand il les secoue depuis un moment. René était derrière lui en talons, sur une route de gravier, en mars, la nuit, à Big-Sur, tenant ce qui ressemblait à une grande enveloppe. Ils avaient pris l'avion de la région de l'Inland Empire jusqu'à Monterey le dimanche de Pâques, puis ils avaient conduit sur l'autoroute numéro 1 dans le noir, en passant par les falaises et les virages pendant 90 minutes jusqu'à mon portail à cause d'une publication Instagram. Je veux que vous réfléchissiez à cela une seconde, parce que ce que cela vous dit sur la personne qui était réellement en détresse dans cette famille et sur la personne qui causait réellement la détresse, c'est toute l'histoire. J'ai appuyé sur l'interphone. Ma voix était très calme. J'ai dit, vous êtes en violation de propriété. La police est à 8 minutes. Retournez dans la voiture et partez. Il n'est pas parti. Bien sûr qu'il ne l'a fait pas. Il a commencé à hurler dans l'interphone et je pouvais l'entendre à travers les fenêtres de la cuisine même si mon portail est à une grande distance de la maison. Ouvre ce portail. Je suis ton père. Tu nous dois une explication. Tu as humilié cette famille sur Internet. Ouvre ce portail. Je suis allé chercher mon manteau. Mon grand-père s'est redressé sur le canapé et a dit, « Tu veux que je vienne avec toi, Mija ?» Et j'ai presque dit oui, juste pour ressentir ce que cela ferait d'avoir un homme de mon côté à un moment pareil. Mais j'ai secoué la tête. J'ai dit, « Je m'en occupe, grand-père. » Et j'ai marché le long de la longue allée de coquillages concassés dans mon manteau et mes chaussons, avec le garde de sécurité que je garde en appel se garant derrière moi dans sa voiturette. Je veux vous décrire l'air. Il faisait froid. Le Pacifique était bruyant dans l'obscurité en dessous de nous. Il y avait de l'eucalyptus et du sel et la légère odeur de pourriture sucrée du varech. J'ai marché lentement. Je les ai laissés me regarder arriver. Quand je suis arrivé au portail, mon beau-père avait pleuré. Je pouvais voir les traces. Il paraissait plus petit que dans mes souvenirs. Il avait pris du poids. Sa veste de voyage était le genre de veste qu'un homme achète dans un magasin d'usine en pensant que cela le fait ressembler au genre d'homme qui voyage. René, derrière lui, avait les bras croisés, et elle faisait cette chose qu'elle fait où elle lève le menton comme si elle allait rendre un verdict. Ils m'ont tous les deux regardé et ils ne m'ont pas reconnu tous les deux, parce que je ne portais pas le visage que j'avais porté pour eux toute ma vie. Il a commencé, « Reine, chérie, nous voulons juste parler. » Ça a dégénéré. Tu vas supprimer cette publication et tu vas t'excuser auprès de René parce que la belle-mère de René pleure depuis 4 heures. Et René est. J'ai dit, arrête. Il s'est arrêté. J'ai dit, vous avez conduit de l'aéroport jusqu'à mon portail pour exiger que je supprime une publication le soir de Pâques. Vous avez traversé 200 miles pour me dire quoi faire. Réfléchissez à ce que cela dit de vous. René s'est avancé. C'est à ce moment-là qu'elle a sorti l'enveloppe. Et c'est ici que, si j'étais une moins bonne personne, ou une personne plus jeune, ou la personne que j'étais il y a 6 mois, j'aurais pu tressaillir. Mais je m'étais préparé à ce moment dans un coin silencieux de mon esprit depuis longtemps. Et je savais ce qu'était l'enveloppe avant qu'elle ne l'ouvre. Elle a dit, « Nous avons apporté quelque chose, papa. Et je veux que tu y jettes un œil avant de continuer à être suffisante. » Elle a sorti un document agrafé. Elle l'a tenu contre le portail dans la lumière des phares pour que je puisse voir le cachet du notaire. Te souviens-tu avoir signé ça, Reine, quand tu avais 17 ans? Quand tu postulais pour les universités, quand papa s'est porté co-emprunteur pour tes prêts étudiants? Je m'en souvenais. C'était un morceau de papier que mon beau-père m'avait décrit comme un accord de responsabilité familiale. Il m'avait dit que chaque enfant de la famille le signait quand il avait 17 ans.
Il m'avait dit que c'était à propos des tâches ménagères, du couvre-feu et du respect de la maison. Il avait été étrangement insistant pour que nous le fassions devant un notaire qui s'est avéré être son ami Gary de la loge maçonnique locale. J'avais pensé que c'était une question de contrôle, une question de pouvoir, une pièce de théâtre. Je l'avais signé dans la cuisine avec un stylo parce que je voulais qu'il signe ma demande d'aide financière étudiante le lendemain matin. René en a fait la lecture, tout revenu, propriété intellectuelle ou active générée par le sous-signé pendant sa période de résidence en tant que personne à charge dans le domicile familial sera considérée comme une propriété commune de la cellule familiale et ne sera pas aliénée sans le consentement du chef de famille. Elle a baissé le papier. Elle a souri. Elle a le sourire de mon beau-père, ce qui veut dire aucune chaleur, juste des dents. Elle a dit, « Reine, tu as écrit ce code d'imagerie dans notre garage, sur notre Internet, en mangeant notre nourriture. Ce code est une propriété familiale. La moitié m'appartient. L'autre moitié appartient à papa. Nous allons avoir besoin que tu signes un acte de renonciation sur cette maison, et nous allons avoir besoin d'un virement bancaire pour les revenus de la licence, et nous allons en avoir besoin ce soir, sinon nous te poursuivrons en justice pour tout te prendre. » Elle a poussé le document à travers les barreaux vers moi. Je l'ai laissé tomber sur le gravier. Je veux que vous imaginiez cela attentivement, parce que ce que j'ai fait ensuite, je l'avais préparé discrètement et patiemment pendant 16 semaines, et je n'en avais jamais parlé à personne. Ni à mon avocat, ni à mon thérapeute, ni à la chef à qui je dis presque tout. J'ai sorti mon téléphone. Je l'ai déverrouillé. Je l'ai tourné pour le mettre face à eux. J'ai dit, « Tu as mentionné les 22 000 € que je t'ai envoyés en février, papa. Tu as dit à la famille que c'était un cadeau. Tu as dit à René à la fête prénatale que c'était un petit prêt pour aider le garage. Tu as dit à ton frère à Tucson que c'était moi qui prenais enfin mes responsabilités. Laisse-moi te montrer quelque chose. » J'ai balayé l'écran. J'ai affiché le relevé du virement bancaire. J'ai dit, « Lis la ligne du destinataire. » Il a plissé les yeux à travers les barreaux. Les phares étaient derrière lui. Il a dû se pencher. Le destinataire n'était pas lui. Le destinataire était une petite société de financement commercial à Riverside. Il est devenu très immobile. J'ai dit, le billet à ordre de ton garage est détenu par cette société. Était détenu par cette société. Ils essaient de le vendre en dehors des registres depuis novembre parce que tu as manqué 9 paiements consécutifs. Et la banque voulait retirer le prêt de son bilan avant la fin de l'année fiscale. Les 22 000 € n'étaient pas le paiement, papa. C'étaient les frais de clôture sur la cession. J'ai racheté la créance en février. Je détiens le droit de rétention sur ton garage, ton équipement, ton inventaire et la bande de terre sur laquelle il se trouve depuis les 6 dernières semaines. J'ai laissé cela flotter dans l'air de la nuit. Il a dit, « Ce n'est pas légal. Tu ne peux pas. » J'ai dit, « Bien sûr que c'est légal. C'est la transaction la plus ennuyeuse du financement commercial. Tu manques suffisamment de paiement, la banque cesse de t'aimer, et elle vend ta dette au plus offrant. Le plus offrant, c'était moi. J'ai utilisé une société holding à responsabilité limitée pour que tu ne vois pas le nom. La société holding t'a envoyé une lettre de sursis le 1er mars, c'est pourquoi ta saisie a été mise en pause. J'allais te laisser passer l'année. J'allais ne jamais te le dire. J'allais ne jamais te le dire. J'allais te laisser garder ton garage, papa, parce que quelque part, pour une raison quelconque, je t'aimais encore jusqu'à ce soir. J'ai tapoté l'écran du téléphone. J'ai dit, « Je viens de lever le sursis. » Il a fait un bruit. Je ne vais pas le décrire. Je me suis tourné vers René. René tenait maintenant l'enveloppe à ses côtés et elle avait pris la couleur du lait écrémé. J'ai dit, « Et toi, le contrat que tu viens d'agiter devant moi, signé à 17 ans par une mineure en Californie, où l'âge légal de capacité pour ce type d'accord de transfert d'actifs est de 18 ans. Où tout transfert présumé de propriété intellectuelle après acquisition nécessite non seulement un signataire adulte, mais une contrepartie spécifique, qui n'est visible nulle part dans ce document. Où le notaire en question, Gary, quel que soit son nom de famille, a perdu sa licence en 2014 pour avoir falsifié des sceaux. J'ai demandé à un avocat de démonter ce contrat en 20 minutes. René, il vaut moins que le papier sur lequel il est imprimé. Il vaut moins que le papier sur lequel il est imprimé depuis 14 ans. Tu as descendu une falaise en voiture la nuit pour me menacer avec un bout de papier dans lequel je pourrais me moucher.
Elle a commencé à dire quelque chose. J'ai levé la main. J'ai dit, et encore une chose. La maison, celle où tu as grandi, celle que papa a refinancée 2 fois au cours des 6 dernières années parce qu'il avait sans cesse besoin d'argent. Celle avec la ligne de crédit immobilier qu'il a utilisée pour financer ton mariage. Il a manqué un paiement en janvier. Il en a manqué un autre en février. L'hypothèque est détenue par une coopérative de crédit régionale qui n'aime pas qu'on la rate 2 fois. Je suis en conversation avec leur service des actifs spéciaux depuis le 2e paiement manqué. J'ai conclu l'achat de cette créance ce matin à 7 heures, heure du Pacifique. C'est pour cela que je me suis servi un martini au brunch. Je possède la maison de ton père, René. Je possède son garage. Je possède la créance sur la ligne de crédit qui a payé ta bague de fiançailles. À partir de ce moment, chaque toit, chaque mur et chaque structure financière derrière laquelle votre famille s'est cachée m'appartient. J'ai tapoté mon écran une fois de plus. J'ai dit, et je viens d'envoyer l'avis d'exigibilité anticipé pour les 3. Les phares du véhicule de location étaient le seul bruit, le moteur tournant au ralenti, le gravier crissant sous mon beau-père alors qu'il s'asseyait. Il s'est assis sur le gravier, dans sa veste de magasin d'usine. Il a pris sa tête dans ses mains. René se tenait là, la bouche ouverte et l'enveloppe pendant à ses côtés. Et elle a dit de la plus petite voix que je l'avais jamais entendue utiliser, « Où sommes-nous censés aller ?» Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. J'ai regardé la lune se lever au-dessus des falaises derrière eux. J'ai dit, tu m'as dit pour le brunch que tu voulais juste la famille de sang. Je ne suis pas de ton sang, René. Je ne l'ai jamais été. J'étais le portefeuille. J'étais la co-emprunteuse. J'étais la belle-fille que vous laissiez s'asseoir à table quand les mathématiques l'exigeaient. Alors va trouver ta famille de sang. Peut-être qu'ils ont un canapé. Peut-être qu'ils ont une chambre d'amis. Peut-être qu'ils feront pour toi ce que j'ai fait pour toi pendant 22 ans. J'en doute, mais tu devrais essayer de le découvrir. Je me suis tourné vers mon garde de sécurité. J'ai dit, s'il vous plaît, escortez-les hors de la propriété. Je me suis retourné et j'ai remonté la longue allée de coquillages concassés et derrière moi, René a commencé à hurler. Elle a hurlé à propos d'avocats, de procès, de famille, de Dieu, de Pâques et de la façon dont j'allais le regretter. Je ne me suis pas retourné. J'avais arrêté de me retourner pour il y a longtemps. Je ne l'avais tout simplement pas encore dit à mon corps. Quand je suis retourné dans le grand salon, ma tante se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, et elle avait clairement écouté, et ses yeux étaient remplis de quelque chose que je n'ai pas reconnu pendant une seconde et dont j'ai ensuite réalisé que c'était de la fierté. Mon grand-père était réveillé sur le canapé. Il m'a regardé. Il a dit, « Ça va, Mija ?» J'ai dit, « Oui, grand-père. Ça va. » Je me suis assise entre eux. Marisol est entrée avec 3 tasses de chocolat chaud. Nous avons regardé la lune frapper l'eau. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde est allé dans sa chambre, après que la chef est rentrée chez elle, après que le garde de sécurité m'a envoyé un message pour me dire que le véhicule de location était confirmé de retour sur l'autoroute numéro 1, en direction du nord. Je suis allé me tenir sur la terrasse de la piscine où j'avais été 12 heures plus tôt quand j'avais lu le message. Le colibri était parti. Le bougainvillier était une forme noire contre un ciel noir. J'ai ouvert la discussion de groupe familial sur mon téléphone. Mon beau-père, René, le mari de René, 3 cousins de son côté dont je n'avais jamais été proche. J'ai fait défiler vers le haut à travers 15 ans de vœux d'anniversaire qui étaient en réalité des demandes de photos de vacances sur lesquelles je n'étais pas. Des demandes d'argent pour des choses auxquelles je n'avais pas été invité. Je n'ai pas envoyé d'adieu. Je ne les ai pas bloqués un par un. J'ai juste supprimé la discussion. J'ai marché jusqu'au bord de la terrasse. J'ai écouté le Pacifique. J'ai pensé à la petite fille de 9 ans qui avait perdu sa mère et qui avait eu un beau-père qui avait décidé, à un moment donné dont je n'avais jamais été témoin, qu'elle était une ressource et non une enfant. J'aurais aimé pouvoir lui dire quelque chose. J'aurais aimé pouvoir lui dire quelque chose. J'aurais aimé pouvoir lui dire, un jour, tu posséderas la table. Un jour, tu choisiras les invités. Un jour, tu te tiendras dans une cuisine qui est à toi, tu te serviras un verre qui est à toi, et tu arrêteras de t'excuser d'être celle qui s'en est sortie. Je n'ai pas perdu une famille le dimanche de Pâques.
Je me suis libéré de l'une d'entre elles. Et les personnes avec qui je me suis assis sur cette terrasse. Ma tante que je fais maintenant venir en avion une fois par mois. Mon grand-père que j'ai installé dans la maison d'amis en mai. Marisol, qui m'apprend à cuisiner comme le faisait ma mère avant sa mort. Ces personnes sont ma famille maintenant. Pas par le sang, par choix, en étant présent, en restant. C'est, il s'avère, la seule définition qui ait jamais compté. J'ai beaucoup pensé, dans les mois qui ont suivi ce Pâques, aux mathématiques de ce qui s'est passé. Parce que tout ce qui a frappé mon beau-père et René ce soir-là, la saisie, le sursis levé, le contrat sans valeur se dissolvant dans la lumière des phares, rien de tout cela n'était de la chance. Rien de tout cela n'était du karma au sens mystique. C'était juste le coulant, silencieux et accumulé des choix qu'ils avaient fait pendant 22 ans, arrivant finalement à échéance en une seule soirée parce que j'avais finalement arrêté de payer leurs factures à leur place. C'est la partie sur laquelle je veux m'arrêter une minute. Parce que pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru au mensonge selon lequel être une bonne personne signifiait absorber. Qu'une bonne fille absorbe la cruauté et la convertit en encore plus de générosité. Que si l'on continuait simplement à signer les chèques, à se présenter au brunch et à faire semblant que l'îlot de cuisine était une vraie place à table, éventuellement les personnes qui vous traitaient comme une ressource se réveilleraient un matin et vous verraient comme une personne. Cela n'est jamais arrivé. Cela n'allait jamais arriver. Et chaque euro que j'ai envoyé, chaque silence que j'ai ravalé, chaque anniversaire pour lequel j'ai conduit 4 heures pour être ignoré n'était pas de l'amour. C'était une subvention. Je l'ai payé pour qu'il continue à me maltraiter. La cause et les faits sont un professeur plus silencieux qu'on ne le croit. Mon beau-père a manqué 9 paiements hypothécaires parce que pendant 9 mois, il a choisi de ne pas les payer. Il n'a pas perdu son garage à cause de la malchance. Il l'a perdu parce qu'il avait passé 2 décennies à traiter chaque personne autour de lui comme une ressource renouvelable, et que pas une seule d'entre elles n'a décroché le téléphone pour lui quand son propre toit a commencé à fuir. René a agité un contrat devant moi à travers un portail en fer forgé parce qu'elle avait passé toute sa vie d'adulte à croire qu'un morceau de papier signé par une adolescente pouvait peser plus lourd que la loi du pays. Tous deux ont appris, le même soir de Pâques, que l'univers garde une mémoire plus longue qu'il ne l'avait supposé. La leçon la plus difficile, celle que j'apprends encore, concerne la force. La vraie force n'est pas du genre bruyant. Ce n'est pas hurler à travers des barreaux, claquer des portes ou faire des scènes. C'est le genre silencieux de 16 semaines. C'est s'asseoir dans un bureau de Pasadena pour acheter la mauvaise dette d'un étranger parce qu'un jour cela pourrait avoir de l'importance. C'est garder sa vieille voiture quand on a les moyens de s'en offrir une meilleure. Pas parce que l'on se cache, mais parce que l'on n'est pas encore prêt à se battre pour ce qui est à soi. C'est laisser sa tante pleurer au téléphone pendant un long moment sans combler le silence. C'est marcher le long d'une longue allée de coquillages concassés, seul, en chaussons, dans le froid, pour faire face à l'homme qui vous a brisé quand vous aviez 9 ans et ne pas élever la voix une seule fois. Je ne pense pas avoir perdu une famille cette nuit-là. Je pense que j'ai finalement compris que je n'avais jamais eu celle pour laquelle je donnais un spectacle. La famille que j'ai maintenant. Ma tante, mon grand-père et sa casquette du Vietnam. Marisol, qui tresse les cheveux de sa petite fille comme elle tressait les miens. Cette famille a toujours été là.